Bonjour à toutes et à tous. Il y a des destins incroyables, extraordinaires, souvent méconnus, et il est d'une nécessité absolue de les transmettre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme, Janusz Korczak. C'était un écrivain, un médecin, un journaliste, mais aussi un éducateur. Il est né en 1878 à Varsovie, dans une famille juive. Lorsque son père est interné, il n'a que 12 ans. Et il doit subvenir aux besoins de toute sa famille. Il est considéré encore aujourd'hui comme le père spirituel des droits de l'enfant à qui il a voué sa vie. Nous sommes heureux de recevoir Stéphane Tamayon pour en parler. Scénariste d'une magnifique bande dessinée, Les Enfants d'abord, aux éditions Steinkiss. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes enseignant et historien. Comment le destin de cet homme vous est arrivé à l'esprit, dans les doigts, dans la main? En fait, un petit peu par hasard. Disons que quand on est auteur, on est toujours un petit peu à la recherche de sujets, de choses qui peuvent nourrir justement un petit peu notre inspiration, on va dire. Et vraiment un hasard total, en fait, dans le fil d'actualité de ma page Facebook, est passé un court reportage produit par Brut, et en fait qui racontait la fin de la vie finalement de Korczak, c'est-à-dire le moment où il va se retrouver dans le ghetto de Varsovie, puis sa déportation avec les enfants de son orphelinat. Une figure majeure en Pologne, mais en France, il est très peu connu. Et quand on en entend parler, c'est souvent effectivement cette partie-là de sa vie qui est évoquée, parce qu'effectivement, elle est majeure dans son histoire. Et donc ça m'a amené à me documenter, à lire son œuvre, qui est très abondante, puisqu'il a écrit des essais, il a écrit des romans qui sont jamais, dont le thème est jamais gratuit. C'est toujours des thèmes en fait qui sont liés à l'éducation, qui sont liés aussi à son parcours personnel. J'ai lu aussi des témoignages de ses anciens élèves. Je me suis documenté au maximum pour travailler avec Priscilla Orviller, qui est la dessinatrice de cet album. On va repartir à son enfance, puisque, comme le disait Jean Ferrat, nul ne guérit de son enfance. Tout à fait. En 1890, son père est interné, et tout part de là. En effet, son père était un homme très important à Varsovie. C'était un juriste très, très reconnu par la communauté à la fois juive, mais aussi par l'ensemble de la communauté de la ville. Mais petit à petit, il va connaître des troubles, alors qui au départ vont être assez espacés, puis de plus en plus fréquents. Sans doute ce qu'on qualifierait aujourd'hui de troubles maniaco-dépressifs, de bipolarité. Et sa femme va se résoudre à le faire interner. Et à partir de là, effectivement, c'est un peu la dégringolade. À la fois, la famille perd un peu son statut. Le père n'est plus là pour subvenir aux besoins de la famille également. Et c'est donc le fils qui, à ce moment-là, effectivement, n'a que 12-13 ans, qui va devoir assumer le rôle de chef de famille. Et il va devoir se faire notamment précepteur pour les petits camarades qui autrefois étaient effectivement des gens que sa famille côtoyait. Et à partir de là, il va comprendre effectivement ce monde un petit peu feutré dans lequel il évoluait. C'est pas la réalité. À l'extérieur, il y a de la pauvreté. Et puis il va aussi, en se confrontant justement au métier presque d'enseignant, déjà avec certains de ses camarades, il va commencer à comprendre que c'est peut-être là qu'est sa vocation. En tout cas, il va en avoir un petit peu l'intuition. Vous racontez que dans votre bande dessinée qu'au début, il prend un pseudonyme et qu'après, il devient un journaliste engagé. Il a peur de ses origines, il cherche. Alors déjà, au départ, c'est assez curieux parce qu'il découvre presque sa judaïté en fait par hasard. C'est-à-dire que c'est le fils du gardien de son immeuble qui lui dit « mais tu es juif toi ?» Et lui, en fait, certainement qu'effectivement, il en avait conscience d'une certaine manière, mais ça lui tombe un peu dessus. Il va petit à petit en fait se sentir juif, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. Mais il se sent aussi très profondément polonais.
Ça, c'est quelque chose qui va l'habiter énormément, notamment parce que y a l'occupation russe à ce moment-là, et donc c'est quelque chose qui le torture même, hein, d'une certaine manière. Et ce pseudonyme, en fait, c'est d'abord un hommage à un héros de roman, en fait, qu'il a apprécié, et qui est un héros de roman d'ailleurs, qui combat les Russes, donc c'est encore plus fort. Mais c'est aussi parce que on lui conseille, c'est-à-dire qu'on dit, avec ce nom-là, ça va être compliqué. Il s'appelle Henri Goldschmidt, et c'est connoté, et donc on lui dit, ça va être compliqué de publier sous ce nom-là en ce moment. Et il va avoir cette dualité entre Henri Goldschmidt, qui continue à être, puisqu'il va devenir médecin, qui va être éducateur sous ce nom-là, et son nom de plume, qui va le rattraper, puisque au bout d'un moment, effectivement, les gens le connaissent plus sous ce nom-là que sous son véritable nom. Donc il va quand même faire la différence, même si dans les yeux des gens, c'est pas forcément une évidence. Il s'engage aussi dans des études de médecine. Alors, enfant, il se rêve aventurier, écrivain, poète. Et puis, les premiers retours sur son écriture sont assez secs, assez sévères. Et du coup, il va se décider à s'engager dans des études sérieuses, dans des études, finalement, s'il ne peut pas changer le monde en étant poète, en étant écrivain, il va le changer concrètement en devenant médecin et en se mettant au service des autres. On sent un hypersensible qui a envie de réparer, en fait. Tout à fait. Et se réparer et réparer les autres. Et donc, sa transmission, elle va d'abord passer par les enfants, ce qui est presque logique, non? C'est presque logique, et en même temps parce que je pense qu'il ne s'est jamais senti adulte complètement, en tout cas. On parlerait de syndrome de Peter Pan aujourd'hui, en fait. Je pense que c'est ça aussi il va écrire plus tard un livre, Quand je redeviendrai petit, où le héros redevient enfant, tout en ayant les connaissances de ce qu'il est adulte, et donc il va pouvoir aussi agir et aider les enfants en sachant ce que c'est que d'être un adulte. Et il pense effectivement que les enfants sont au centre de tout. Et donc la médecine, effectivement, elle va être au service des enfants et des familles les plus pauvres. L'écriture, quand il devient journaliste, c'est aussi au service des plus démunis. Il va donc créer des orphelinats. Et puis tous les livres qu'il écrit, que ce soit les romans de jeunesse qu'il peut écrire, sont des romans qui traitent de l'enfance et qui en même temps ont toujours une vertu pédagogique. Elles essaient toujours de transmettre quelque chose. En 1911, il inaugure un orphelinat pour les Juifs de Varsovie. Tout à fait. Ce qu'il appellera la République des enfants. Comment fonctionnait cette République très originale? Alors, il avait expérimenté déjà des petites choses en étant sur son temps libre, alors quand il n'exerçait pas la médecine, moniteur de colonies de vacances. Et il avait déjà trouvé un moyen, finalement, de faire passer des choses tout en donnant une grande liberté aux enfants. Sa vision de l'éducation était très décalée par rapport à la vision éducative de l'époque, puisque à l'époque, on considérait que les enfants n'étaient pas des êtres à part entière, qu'il fallait effectivement les éduquer parfois de manière assez sévère. Il avait une vision à l'opposé de ça, qui en fait mettait l'enfant au centre. Et donc cette fameuse République des enfants, il va la créer effectivement en donnant aux enfants la parole, mais dans tous les sens du terme. On peut le comparer effectivement avec sa contemporaine Maria Montessori, qui va faire une démarche assez similaire. Il va d'ailleurs se rendre lui-même dans des écoles Montessori pour étudier un petit peu, pour regarder. Il va beaucoup voyager, aller voir à Londres, aller voir un petit peu partout, pour en tirer les meilleurs ressorts pédagogiques, et puis ajouter sa sauce un petit peu à ça. Et donc pour lui, la République des enfants, c'est effectivement un endroit où les enfants peuvent voter, se prononcer. Il y a un tribunal, les enfants participent à toutes les tâches. Alors après, il y a des choses effectivement qui sont parfois complètement incomprises par notamment les gens qu'engage Korczak comme pour être des apprentis éducateurs dans son école. Notamment, il y a la surprise de voir des enfants se bagarrer, donc le premier réflexe, c'est d'aller les séparer. Et en fait, il y a des non, ne les séparez pas, c'est volontaire. En fait, ils ont un différend, donc on organise un match de boxe, ils s'y battent. Et puis voilà, comme ça, après, c'est terminé, ils se serrent la main. Donc il a des choses comme ça qui peuvent un peu surprendre. Pendant des décennies, il va faire ça, Janusz Korczak. Il va faire ça. C'est-à-dire qu'il va aider les enfants, on sent qu'il les aide à écrire, à faire des émissions de radio. Il y a la guerre mondiale qui éclate. L'orphelinat, il est transféré dans le ghetto de Varsovie.
En effet, oui, il va perdre en fait, les locaux étaient dans la partie qui n'était pas dans le ghetto. L'orphelinat va être transféré par 2 fois en fait. Et à chaque fois dans des lieux plus insalubres, plus étroits, et avec les difficultés effectivement de la vie dans le ghetto, qui sont évidemment celles qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire difficultés pour nourrir les enfants, difficultés pour chauffer, difficultés aussi par l'arbitraire nazi en fait. Hein. Donc, et comment il fait pour passer toutes ces années noires en continuant de s'occuper de ses enfants? Alors avec grande difficulté, il fait passer les enfants d'abord. C'est d'ailleurs le titre de l'album, hein. C'est-à-dire que souvent lui il ne se nourrit pas, il est malade, plus les années passent et plus effectivement sa condition physique se dégrade, mais il a une force effectivement hors du commun hein, qu'il habite, et pour lui effectivement rien ne peut passer avant les enfants. Et avec tous les métiers qu'il fait, il refuse d'être dans des cases. Oui, c'est assez incroyable. Et dans votre bande dessinée, vous dites « Janusz Korczak refuse d'abandonner les enfants une dernière fois avant de monter dans les trains qui partent pour Treblinka ». Est-ce qu'il savait le sort qui les attendait, à votre avis? Alors oui, je pense qu'il le savait. En fait, Korczak a eu plusieurs fois l'occasion en fait, de sortir du ghetto, puisque la résistance polonaise lui avait proposé de partir. Mais par contre, c'était lui. Il ne pouvait pas faire sortir tous les enfants, c'était impossible. On lui disait peut-être on essaiera de les faire sortir par la suite. Mais clairement, c'était quelque chose. Lui, il comprenait que s'il partait, il ne reverrait plus les enfants. Et pour lui, c'était impossible. Et donc, du coup, il a choisi de rester sciemment. Il savait ce qu'il attendait parce qu'on commençait à avoir des rumeurs qui circulaient dans le camp. Finalement, est-ce que ce n'était pas un visionnaire? Est-ce que quelqu'un comme ça, qui aujourd'hui est très connu en Pologne, parce qu'il est complètement à contre-courant, dans un pays qui est dur comme celui qui est la Pologne, hein, et qui a voué sa vie aux autres, et qui a aimé les enfants presque plus que lui-même? Sans doute plus que lui-même, oui. Est-ce que c'est pas un visionnaire? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui tout d'un coup s'inquiète ou s'inquiéterait pour l'avenir de ce que peut devenir le monde lui-même? Sans doute, et en même temps, il n'a jamais perdu espoir. C'est ça qui est formidable avec lui. Oui, mais ça, c'est la force de son enfance. Est-ce que vous, par exemple, en tant qu'éducateur aujourd'hui, d'écrire une bande dessinée comme celle-là, d'avoir envie qu'elle se transmette le plus possible, est-ce que ça vous a donné, à vous, de la force dans votre passion et dans votre métier, qui est une passion? Sans doute, et c'est sans doute parce que si son travail fait écho, c'est-à-dire que c'est quelque chose forcément qui, quand on travaille dans le milieu éducatif, en fait, est quelque chose qui ne peut que toucher justement, qui ne peut que renforcer effectivement son envie de travailler avec les enfants et de les mettre au centre. Ce que j'essaye modestement de faire aussi dans mon autre métier, effectivement, qui est celui d'enseignant. Pendant cette période que le monde a traversée, nous avons la chance, à travers des œuvres comme Les enfants d'abord, de découvrir des destins d'hommes et de femmes qui, sûrement, nous donnent la force, la volonté de continuer à aimer son identité, à ne rien oublier et de se rappeler toujours d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Voilà, merci. Merci Stéphane Tamaillon. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. À très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.